Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. C'est Carte sur table, nous sommes mardi. Deux thèmes ce soir. D'abord, on fera un thème autour des questions de société et puis derrière, on parlera un peu de politique, davantage de politique. Et entre les deux thèmes, nous allons aller du côté de Washington DC pour avoir l'un des invités de ce soir. Cela dit, la campagne de régularisation des constructions érigées sans permis de construire est lancée ici à Douala, dans la ville, depuis le 26 mai dernier. C'est une opération de contrôle de conformité administrative des immeubles construits sur le périmètre urbain de la ville, dans les zones structurées, les zones à statut spécial ou particulier. La question fera l'objet du premier thème de ce soir, permis de construire, les enjeux de la régularisation initiée par la ville de Douala, un thème qui aura un premier plateau, deux invités, des experts sur la question et puis un regard des politiques, toujours en rapport à ce thème. Derrière, on reviendra dans un deuxième thème avec d'autres panélistes. Il s'agit de la question du gré à gré dont on parle assidûment ces derniers jours. Dans un contexte où le Parlement s'est réuni ce mercredi, l'Assemblée nationale et le Sénat, et on attend d'ailleurs peut-être l'étude de quelques textes de loi, et d'aucuns, notamment au niveau du MRC, pensent que ce sera l'occasion pour mettre un plan de passation de pouvoir sans forcément respecter la Constitution de la République. Ce sera l'objet du deuxième thème, gré à gré, mythe ou réalité. Pour le premier plateau, on aura... ou alors commençons par le deuxième, puisque le premier introduira l'émission véritablement. On aurait avec Emmanuel Com, frère du comité central, membre titulaire du comité central du RDPC, Fred Axel Ebé, qui est vice-président chargé de la coopération, de l'intégration régionale et sous-régionale et des relations avec la diaspora pour le compte du PCRN. Max Wabo viendra tout à l'heure, il est du MRC, et puis Kedjen Henry Atembe, notre confrère journaliste du SDF. Mais pour le premier plateau, concernant la question de société, en plus de Hervé Emmanuel Com, bonsoir Hervé. Bonsoir député. Merci d'être là. Fred Axel Ebé, bonsoir. Bonsoir député. Merci d'être là également. On aura aussi Annie Nana Sonou, elle est coordonnateur du guichet unique de la facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et la construction de la ville de Douala. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur député. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers panélistes. Merci grandement à la mairie de la ville qui nous a amené une spécialiste pour aborder ces questions, d'ailleurs celle qui est en charge du dossier. On aura également le regard très administratif de l'autorité chargée sur le plan gouvernemental de ces questions-là, Georges-Olivier Nongan. Il est ancien délégué départemental du Mindu de Voury. Je rappelle que c'est à titre personnel qu'on vous a invité, non que vous avez été mandaté par les pouvoirs publics. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Alors, entre les deux panels, je l'ai dit, on va aller du côté des États-Unis où Christophe Fomenio, vous le savez, c'est le responsable Afrique du NDI. Il va nous parler de l'impact de la COVID-19 sur la démocratie. On va essayer avec lui de voir s'il y a peut-être une reculade au regard de l'institution qu'il dirige. Vous le savez, c'est un spécialiste de ces questions. Mais on aura également la primeur de son commentaire sur une actualité très proche en Afrique. Le décès annoncé ce jour de Pierre Nkurunziza, l'ancien président du Burundi, du moins le président sortant, puisque le président récemment élu n'a pas encore prêté serment. Le président sortant du Burundi est donc décédé aujourd'hui des suites d'une crise cardiaque, selon le communiqué officiel annoncé par la présidence de ce pays. Mais avant, première transition, et puis on rentre dans le premier thème. Alors je commence peut-être par vous, Madame Nana. Dis-nous, on va parler de ces questions donc de permis de construire. De quoi il en ressort? Si on peut faire peut-être un état des lieux aujourd'hui. La ville de Douala, c'est quand même la première ville d'Afrique centrale en termes économiques. Donc c'est dire que c'est une ville très prisée par les acteurs issus de la sous-région. Sur la question donc du permis de construire, quel est l'état des lieux? Quel est le constat? Qu'est-ce qui vous fait sortir, j'ai failli dire, de Vogon
en cette période? Merci, Monsieur Dipita. Donc, en guise d'état des lieux de la délivrance donc, des actes administratifs d'urbanisme dans la ville de Douala, il convient donc de faire d'abord un certain nombre de constats préalables. D'accord. Il y a donc le non-respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la procédure de délivrance des permis. Le non-recours systématique par les maîtres d'ouvrage au permis de construire avant le début de l'exécution de leurs travaux. On peut noter que dans la ville de Douala, moins de 10% des constructions ont fait l'objet d'un permis de construire. Moins de 10%. Moins de 10%. Le non-respect des dispositions du permis de construire, hauteur et volume des constructions, les reculs, les coefficients d'occupation des sols, coefficients d'emprise du sol, quand bien même il existe un permis de construire. Donc, avec ces constats, donc, vous pouvez donc imaginer pourquoi donc, il y a urgence à organiser donc, ces deux campagnes. D'accord. Évidemment, lorsque vous étiez aux affaires, vous étiez aussi, entre autres, en contact avec cette question, Georges Olivier. Vous avez la même lecture de, j'ai failli dire, de la carte que vient de présenter Madame Nana à ce sujet? Oui, effectivement, je pense que nous avons la même lecture. C'est pourquoi certaines dispositions ont été mises en œuvre pour faciliter et remédier à ce genre de situation qui n'enchantent pas de grosses agglomérations comme Douala. D'où la nécessité de passer à une maîtrise de l'occupation des sols. En ce sens, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Hervé Manuel, comme de ce point de vue, on peut donc dire que le permis de construire est un problème de société dans la ville de Douala. Notamment, lorsqu'on sait que pour obtenir son permis de conduire, il y a des règles à respecter. De construire. Son permis de construire, il y a des règles précises à respecter. Or, et si on jette un regard panoramique sur le plan urbain, on s'aperçoit qu'il y a souvent des bâtisses qui débordent peut-être des coins, il y a des drains qui sont occupés, un certain nombre d'aspects qui ne respectent pas souvent la norme. Écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on essaie de mettre l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire que Douala est une ville de 210 km². Et c'est une ville-département, un peu comme Paris, délimitée par 3 fleuves, un océan, l'océan Atlantique, l'Onkam, le Vouri, la Dibamba et le Mungo. Donc 4. Et Douala est la ville la plus peuplée, disons, la plus petite ville de la région du littoral, puisque c'est une région maintenant, mais c'est la ville la plus peuplée du Cameroun. C'est une ville, comme vous avez introduit dans votre présentation, qui est très sollicitée parce que c'est le hub économique de toute l'Afrique centrale. Mais maintenant, moi, j'ai un peu une distance. Je suis d'accord sur le principe de mettre de l'ordre dans le désordre. Mais il faut faire d'abord une analyse de ce désordre. Depuis combien de temps il dure et comment il a pu progresser jusqu'à ce point. Quels sont ceux qui ont participé et pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, tirer la sonnette d'alarme, pour quels objectifs derrière? Quand je le dis, c'est pour dire quoi? Je me résume. Dans les 210 km² de la ville de Douala, au moins un gros tiers, sinon plus, est constitué de zones, des zones classées. Marécage, domaine privé de l'État, que lui-même, tous les jours, il le cède à des privés dans des conditions discutables. Et nous avons mis trop de temps à avoir un plan d'occupation de sol. Je dois rendre, il n'est jamais trop tard pour bien faire, film tourné avant de partir, à laisser un plan d'occupation de sol. Ce plan a été élaboré dans des conditions d'ailleurs qui n'ont pas laissé assez de temps pour la publicité de ce plan. Donc, quand on décide maintenant de faire la police des permis de construire, d'abord je trouve qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, parce que pour avoir un permis de construire, il faut d'abord avoir un titre foncier, et qui peut avoir un titre foncier à Douala. Et donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention, parce que dans ce cas, ça veut dire que l'État lui-même, dont l'administration doit se discipliner, délimiter son domaine, le domaine privé de l'État, et renforcer la police pour libérer les zones inconstituées, par exemple, les zones aéroportuaires, par exemple,
la zone portuaire de Douala qui a été privatisée par des individus qu'on connaît et qui vendent le terrain qui a été affecté pour les activités du port. Bon, j'arrête un peu mon réquisitoire, mais c'est pour dire que c'est une bonne initiative, mais attention, il faut que ce soit mené dans la transparence et en évitant les populations assez associées pour qu'on mette de l'ordre ensemble. Votre lecture de première regarde justement de la question, sur le plan de vue de l'urbanisme de la ville. On relevait tout à l'heure qu'effectivement il y a un certain nombre d'égarements. Et aujourd'hui, cette opération qui est lancée. Alors déjà, moi, je pose vraiment un regard profane sur la question parce que je ne m'y connais pas très bien. J'ai écouté les explications techniques de Madame Nana. Et puis bon, j'ai un peu lu lorsque le sujet est arrivé dans les médias. J'ai effectivement découvert que 85% des habitations à Douala sont jugées litigieuses. Parce que apparemment, il y a 3 filtres, si j'ai bien compris. Il y a un filtre administratif pour pouvoir construire. Il y a un filtre administratif, un filtre naturel, pour ne pas se retrouver dans une zone marécageuse, par exemple, et bien sûr, un filtre technique. C'est-à-dire, comme vous parlez tout à l'heure, de profondeur et autres, des sols, etc. Donc, je pense effectivement que pour aller dans le sens de Maître Emmanuel Com. Monsieur Com, pardon. Excusez-moi. Je suis maître. Ah oui, justement, je vous ai connu maître. Donc pour aller totalement dans son sens, effectivement, on aurait dû d'abord commencer par un état des lieux pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'il a d'ailleurs été fait, mais qu'il n'y a pas eu suffisamment de publicité là-dessus. Mais je pense que c'est un problème qui est général au Cameroun, en fait. Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part, mais moi, étant de Yaoundé, j'ai hâte de voir notre maire, super maire, commencer la même chose à Yaoundé. Ensuite, bon, il faut quand même poser un regard de politique là-dessus, parce que je constate que c'est un peu l'histoire du pompier pyromane. Parce que la mairie de Douala, à l'époque, on avait un délégué du gouvernement à Douala. Et, enfin, ça a toujours été un délégué RDPC. Je pense que c'est lui qui a laissé progresser et prospérer ces habitations, dont c'est 85% d'habitations litigieuses. Donc il est normal que le RDPC se batte comme il peut pour essayer de mettre de l'ordre dans le désordre qu'il a lui-même construit. Le RDPC saura vous reprendre. Alors, Aninana, qu'est-ce qui fait problème? Je veux dire quels sont les blocages que vous avez observés sur le terrain concernant justement la non-obtention de permis de construire? Le premier blocage, c'est au niveau du titre foncier. Vous savez que pour pouvoir obtenir un permis de construire, il faudrait nécessairement avoir un titre foncier. Or, au niveau de Douala, par exemple, sur à peu près 1 million de constructions, on a 100 000 titres fonciers. Donc c'est le véritable problème. Mais la ville de Douala a pris des dispositions. Depuis la fin de l'année dernière, il y a une délibération qui a été votée par le conseil de communauté et approuvée par le préfet du département du Vouri, et qui permet donc de gérer donc toutes les constructions ne disposant pas de titre foncier. Pour celles-là donc situées sur le domaine national de l'État, ou qui tout acte de propriété du MINCAF, on pourrait donc délivrer donc une autorisation de construire. Sous réserve peut-être d'un titre foncier futur. Voilà. Donc, mais pour pouvoir avoir donc cette autorisation de construire, il faudrait pouvoir constituer le même dossier que pour le permis de construire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est les règles de l'art seront préservées. Donc, dans ce cas-là, et le jour où ces promoteurs disposant d'un titre foncier, on mutera donc cette autorisation de construire en permis de construire sans frais. Et combien de temps, quel est le délai pour cette opération? C'est environ 3 mois. D'accord. 3 mois. Parce que ce délai, non, parce que nous allons faire la veille, c'est-à-dire la veille. C'est-à-dire nous avons commencé par les zones des lotissements structurés, nous avons commencé par la SAD, ensuite la maïture du côté de Mbanga Bakoko. Après, nous irons à la zone industrielle de Bonabéry et dans la zone portuaire. Mais néanmoins, tous les autres arrondissements, les lotissements qui ne sont pas structurés sont concernés. C'est surtout une campagne de facilitation.
et de régularisation, d'explication et de sensibilisation. Depuis 2015, nous allons expliquer aux populations que la ville de Douala dispose d'un plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. Donc, avant d'acheter un terrain, il faudrait demander un certificat d'urbanisme qui vous précise la nature de ce terrain. Est-il constructible ou pas? Et quel type de construction vous pouvez ériger sur ce terrain? Voilà. D'accord. Alors, sur la question du titre foncier, pourquoi est-ce que ça devient, comment je vais dire, comme rechercher une aiguille dans un océan? Une problématique assez pertinente, notamment dans la ville de Douala. Obtenir son titre foncier est un chemin de croix. J'aurais bien souhaité que les services de domaine interviennent sur cet aspect, parce que je peux dire un mot sur ce point. problème de procédure. Monsieur Deguet, je peux dire un mot, juste un mot sur ce point. Pour poser une telle question, il faut rappeler l'histoire de cette ville qui est à peine centenaire. Et que Douala ne s'est pas construit comme ça d'un pas, parce que Douala est en train de se développer, les faubourgs sont devenus le centre de la ville. Mais Douala, c'était Bonanjo, et qui a été réquisitionné par l'autorité coloniale pour la mise en place de son administration. Et par extension, on est arrivé jusqu'au faubourg qu'on appelait à l'époque Newbel, d'où la présence de la prison à cette lisière du lycée de filles, des sapeurs-pompiers plus loin en Gaudi et tout. Donc, comme je vous ai dit, les 210 km, l'État lui-même a déjà pris un gros morceau. On va en parler parce que quand Mme Nana dit, avec son expertise, que voilà les zones que nous poursuivons et tout, c'est d'abord pour mettre de l'ordre là où le domaine privé de l'État a été grillé par des privés, autorisé par qui? Pardon, j'étais... Ok, bon, merci. Pour revenir un peu, pour aller dans le même sens, bon, je voudrais revenir. Le désordre observé, il faut qu'on se resitue un peu. Douala n'a pas connu de plan d'urbanisme en dehors du plan d'Orient. Le seul plan qu'on utilisait, c'était le plan d'Orient qui datait de 1959. Comme Hervé l'expliquait tout à l'heure, entre-temps, la ville a grandi. La ville se limitait. Vous aviez les zones industrielles. La zone industrielle se situait au niveau de Guinness. Bon, la ville était rétrécie. Mais entre-temps, la ville a grandi. Ne disposant pas de boussole pour guider la ville, la population s'est installée et les services publics ne disposaient d'aucun document de planification pouvant orienter cette occupation du sol. C'est-à-dire, on s'est retrouvé pratiquement devant le fait accompli. Malgré cela, on est avec l'arrivée de la loi sur l'urbanisme, les services publics se sont battus pour obtenir un document de planification de la ville de Douala qui intègre désormais tous ces aspects-là, y compris l'ancienne ville et cette périphérie qui a été progressivement occupée. Et les textes d'aujourd'hui nous donnent tous les moyens pour remédier à cette situation et rattraper ce qui a été perdu. Et pour revenir au permis de construire, il faut dire qu'avec cette lacune-là, ça a installé des habitudes. Et c'est ces habitudes sur lesquelles il faut revenir. Et je salue l'initiative du maire qui a commencé par les zones structurées. Parce que dans les zones structurées, il y a déjà un minimum de police. Parce que vous ne pouvez pas construire dans les lotissements de la SAD n'importe comment. Vous pouvez pas construire dans les zones maïtues n'importe comment. Quand bien même aujourd'hui, on se rend compte que même dans les zones maïtues, on observe déjà de l'anarchie. Mais cette initiative est saluée et elle donnera l'occasion de sensibiliser sur la nécessité d'obtenir un permis de construire. Je salue également la délibération de la municipalité qui nous permet d'éviter ce nœud gordien qui dit pour obtenir un permis de construire, il faut avoir un acte de propriété. Pour avoir un acte de propriété, il faut investir. Vous voyez un peu. Ben, ça donne l'opportunité aujourd'hui à celui qui va accéder à la propriété d'identifier peut-être sa parcelle et de solliciter déjà un permis de construire en attendant la régularisation et l'aboutissement de son titre foncier. C'est un dossier tellement large. Non, concrètement, en quoi ça consiste donc? Quelqu'un qui vient dans vos services pour suivre cette opération, quelles sont les démarches qu'il doit... Déjà, donc, quand un usager, un promoteur vient pour pouvoir construire, nous avons dans la liste des pièces nécessaires donc, à la construction pour l'obtention d'un permis de construire. Il y a d'abord tous les papiers administratifs, comme je disais tantôt. Il y a donc le titre foncier. Si ce n'est pas le cas, donc, on pourrait donc voir l'autorisation, lui donner au lieu du permis de construire l'autorisation de construire. Ensuite, il y a donc tout ce qui est technique, les plans architecturaux visés par un architecte. Si la construction dépasse 10 mètres, c'est-à-dire plus de RDC plus 1,
Il y a donc en plus, il y a des études géotechniques, il y a des calculs visés par un ingénieur de l'Ordre national des ingénieurs, il y a un contrat de maîtrise d'œuvre. Bon, et les commissions se tiennent il y a 2 commissions par mois. C'est-à-dire le délai d'obtention est maximum de 30 jours pour l'obtention de ce permis de construire. Voilà. Et je voulais aussi annoncer ici que la communauté urbaine de Douala, depuis 1 an, a créé une nouvelle entité qui s'appelle donc le guichet unique de facilitation, qui est donc un guichet pour la délivrance de tous les actes d'urbanisme. Il y en a 6 au-delà du permis de construire. Il y en a 6. Il y a le permis de construire, il y a le certificat d'urbanisme, il y a le certificat de conformité, le permis d'implanter, l'autorisation de lotir et le permis de démolir. Et dans un même lieu, vous avez toutes les administrations concernées pour l'obtention de ces différents actes d'urbanisme. Notamment, vous avez le MINDU, vous avez le MINCAF et la communauté. Donc, ça permet donc de réduire les délais et de pouvoir obtenir donc ces actes en un seul lieu. Très prochainement, nous avons acquis donc une application qui permettra donc de dématérialiser même l'obtention de ces actes. Ça veut dire que vous pourriez donc de chez vous solliciter donc l'obtention d'un acte d'urbanisme, suivre la progression de ce dossier en ligne, et donc ça va vraiment déjà limiter, entre guillemets, tout ce qui est corruption, et ça va réduire les délais. Voilà. Vraiment welcome. Mais écoutez, moi je salue cette initiative, mais je suis un peu prudent et dubitatif. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première qui est objective, c'est que je crois que cette campagne qui commence en pleine pandémie Covid-19 ne laisse pas assez de temps pour non seulement sa publicité, sa transparence, la mobilité des gens qui sont concernés. 2, je pense que si c'est un problème de moyens, il faut renforcer les moyens de cette unité pour qu'on dise très bien quelles sont les zones prioritaires. On ne peut pas faire pour tout le monde. C'est impossible. Parce que d'abord, nous avons une question qu'on ne veut pas aborder. Il faudra l'aborder un jour ici. Qui a un titre foncier à Douala? Est-ce un vrai ou un faux? Parce que même l'administration se pose cette question. Je voulais rassurer mon compatriote tout à l'heure pour dire que le RDPC n'étant pas une organisation criminelle, nous avons des gens qui défendent l'intérêt général, l'intérêt public. Et c'est ça, c'est un des objectifs du RDPC. Donc, je ne suis pas ici pour défendre ceux qui ont construit sans titre, ceux qui sont sur les terrains de l'État, ceux qui construisent dans des zones inconstructibles. Nous avons tous un intérêt. Non, vous avez dit que c'est le RDPC. Bon, c'est un clin d'œil. Bon, mais j'assume les responsabilités que nous avons des gens qui se présentent comme RDPC et qui parfois font des choses qui sont éloignées de l'ordre public. Donc, cette campagne coïncide avec les mesures barrières. Les mouvements de gens ne sont pas tous. Et puis, je crois, si moi je vous le dis, c'est que le citoyen lambda de Douala a un problème. On ne sait pas exactement quelles sont les zones prioritaires qui sont concernées. Je crois qu'il faut qu'on vous accentue la communication dans ce sens. Et la dernière chose, c'est que, bon, excusez-moi, il sera très difficile, sauf si on prend des mesures que je ne souhaite pas, parce que ça peut créer des troubles à l'ordre public aussi, d'aller raser les maisons dans des zones inconstructibles qui sont déjà construites. Y a-t-il risque? Vous allez faire la magie pour rendre licite ce qui est, depuis bientôt, parfois même 50, 60 ans, illicite. Vous allez enlever les quartiers au bois de singe. Vous allez faire comment? Pourrait-on arriver à cet extrême-là pour ceux qui n'auront pas le permis de construire? Moi, je ne pense pas. Le but, c'est vraiment la régularisation et la facilitation. Même en zone interdite. Bon, non. C'est la magie, ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tantôt, la ville de Douala s'est dotée des plans d'occupation de sol. C'est-à-dire que dorénavant, pour éviter justement des situations de construction dans les zones non constructibles, des zones à risque, inondables, avant d'acheter un terrain, il faudrait d'abord demander le certificat d'urbanisme pour savoir est-ce que ce terrain est constructible, quelles sont les règles qui sont applicables. Si cette démarche est adoptée par chaque promoteur, on n'arrivera plus à ces problèmes. Absolument. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est une campagne de régularisation et bon, au cas par cas,
au cas par cas, avec l'aide des administrations, on tranchera. Donc l'enjeu n'est pas forcément la répression. C'est d'abord la pédagogie, dans un premier temps. D'accord. Une seconde, hein. La pédagogie. Oui, je voulais éclairer, parce que j'ai l'impression que les gens aiment se focaliser sur le titre foncier. Tous les titres fonciers ne sont pas destinés à la construction. Il faut que ça rentre dans les esprits de tout le monde, de toutes les populations. Le document de base du plan d'une ville, c'est le plan d'occupation des sols. Vous avez un titre foncier. Oui, c'est bon, mais qu'est-ce qui est prévu à l'emplacement de votre titre foncier? Si c'est prévu qu'on ne construit pas, vous n'aurez jamais de permis de construire. Il faut que ce soit clair. Parce qu'on a l'impression que tout le monde se bat pour obtenir un titre foncier, mais au moment de construire, et tout à l'heure, je vais demander s'il faut raser. Mais si on arrive au point où il faut raser, il n'y aura pas de choix, il faudra raser. Si un site est réservé pour des équipements publics et que vous vous efforcez d'obtenir un titre foncier pour construire dans la nuit et empêcher la réalisation d'un équipement public, on va sacrifier l'intérêt particulier au profit de l'intérêt général. Qu'on ne l'évite pas. Il arrivera un point, il faudra démolir. C'est-à-dire rétablir les dispositions prévues dans le poste, sauf l'indulgence du maire qui peut intercéder et ramener à une modification de ce poste. Parce que la loi dit clairement que le plan d'occupation des sols est opposable au tiers. Ça sort de la loi. C'est une loi. Et si vous voulez aller à l'encontre de la loi, il faut remettre en marche beaucoup de mécanismes pour aller à l'encontre. Le plan d'occupation des sols étant validé depuis 2015, il est de bon temps qu'il se fasse respecter. Sinon, ça demeurera dans l'esprit que chacun peut faire ce qu'il veut, où il veut, parce qu'il a un titre foncier. Un titre foncier ne signifie pas permis de construire. Il faut que ça rentre dans l'esprit des... Frère Alex, désormais, il faut donc que les populations adhèrent à cette opération. Bon, déjà, c'est Axel. Ah, pardon, Axel. C'est par là. Déjà, oui, Axel. Je voudrais revenir sur notre petit échange. En fait, monsieur comme a eu l'impression que j'accusais le RDPC d'avoir distribué des permis de construire. C'est pas ce que je disais. Non, je dis juste que ça s'est passé sous votre administration. C'est tout. Donc, encore heureux que vous ayez pris cette responsabilité. Ensuite, moi, de mon point de vue... le maire de la ville RDPC, c'est mon ami. Hein, et c'est lui qui veut mettre de l'ordre. C'est une parenthèse. Mais c'est très bien. Heureusement qu'il est là pour corriger le désordre que vos anciens amis ont mis, ou vos amis actuels toujours. Et on attend que vous fassiez la même chose en Banjok ou à Ezeka. Ah, ça va arriver. Alors, moi, justement, et c'est même très bien qu'il parle des mairies PCRN, parce que je m'attends... Lorsqu'on me dit qu'on est en train de régulariser la construction dans une ville comme Douala, je m'attends à avoir une stratégie. Alors, on me dit qu'il y a eu des plans, si j'ai un titre foncier à Douala, ce n'est pas forcément, je ne peux pas construire ce que je veux parce qu'il y a un plan précis qui m'attend quelque part. Moi, je veux qu'on vulgarise ces stratégies. Qu'on me dise à quoi est-ce que doit ressembler Douala. Est-ce que Douala... Bon, là, oui, Douala, c'est une ville portuaire, c'est une ville économique, c'est d'ailleurs le hub, effectivement, de l'Afrique centrale. Dans ce cas, il faut un plan clair, que je sache exactement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va être une ville verte, est-ce que ça va être une ville technologique, est-ce que ça va être... Enfin, on nous a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, de Buea. On voulait en faire une Silicon Valley. Enfin, ok, peut-être que ça n'a pas marché comme on l'espérait, mais moi j'aime bien ce genre de plan. Qu'on me dise exactement ce qu'on attend de Douala et que je sache où je vais à Douala. Ça veut dire que si je viens acheter un titre foncier, ce plan existe. Je termine et je viens à vous. Si je veux acheter un titre foncier aujourd'hui, du moins un terrain, si je veux obtenir un titre foncier, il faut que je sache exactement ce que je suis capable de faire. Bon, je veux bien que le plan existe, mais sortons donc des plans et réalisez-les. Peut-être que c'est donc sous votre comme il disait, donc, depuis 2015, la ville de Douala dispose d'un plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols qui sont sur le site de la... Donc ça veut dire que depuis 2015, il n'y a pas eu de construction litigieuse à Douala. En tout cas, les plans existent, mais ils n'ont pas été respectés, c'est ça? Beaucoup moins. Les litiges, c'était surtout avant le vote de ce plan, des plans d'occupation du sol. Je voulais aussi dire, M. Dipita, qu'il y a deux campagnes. Il y a donc d'abord la campagne de régularisation des permis de construire et une autre campagne qui est une campagne de contrôle de conformité. C'est-à-dire, quand un promoteur donc, dispose d'un permis de construire, quand il termine les travaux, on vient vérifier si les travaux correspondent au permis de construire qui lui a été attribué. Et là également, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incivisme. Donc il y a également cette campagne qui est menée.
C'est-à-dire, il y a des gens à qui on donne un permis de construire pour un R+2 et au final, ils construisent R+8. Et pour ce genre de choses, il faudrait qu'on vérifie si les fondations peuvent supporter R+8 et non R+2, parce que cela, ça met en risque. Il y a des risques. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Malangué. Donc, il y a donc ces deux campagnes qui sont menées. Avant peut-être de passer la parole, permettez, je voudrais savoir, madame, est-ce que pendant que celui qui obtient son permis de construire, pendant qu'il construit, il n'y a pas des unités de vérification, de contrôle? Si. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est l'incivisme. Allez-y, madame. Je disais donc, quand on donne un permis, il y a un cahier de charge qui est remis en même temps au promoteur. Il y a un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, il y a donc déjà, quand il démarre, d'abord le permis de construire est valable 2 ans. Donc, quand il démarre, normalement, il doit faire une déclaration pour dire qu'il a démarré les travaux. Et donc, en ce temps, les services de la ville viennent donc vérifier que les implantations correspondent au permis de construire qui lui ont été attribués. Il y a déjà cet aspect-là. Mais beaucoup de promoteurs, effectivement, ne déclarent pas le démarrage de ces travaux. Et maintenant, tout au long donc, des constructions, dans les dossiers de permis, comme je disais, il y a un contrat de maîtrise d'œuvre, donc qui nous assure que les travaux sont faits suivant les règles de l'art. Et il y a des agents assermentés par la ville qui peuvent également faire des contrôles. Voilà. Et à la fin des travaux, les promoteurs doivent donc également faire une déclaration pour dire que les travaux sont terminés. Et cela, donc, maintenant, on vient faire donc, ce qu'on appelle vérifier la conformité. Donc, ce sont les différentes étapes. Hervé. Moi, je suis né dans cette ville. Ça commence à compter, à dater. Je suis né dans cette ville qui n'avait pas 10 000 habitants. J'ai vu cette ville, je suis parti en la laissant avec 100 000 habitants. Je suis revenu, elle a plus de 3 millions d'habitants. Ce que madame dit, c'est exact, c'est un objectif d'administration, de bonne administration. Mais il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir pour réaliser ce genre d'objectif. Dans une ville qui a un développement exponentiel fulgurant, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas avec le nombre de collaborateurs que vous avez actuellement que vous allez surveiller toute la construction sauvage qu'il y a dans la ville. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que vous devez mettre de l'ordre chez vos collaborateurs aussi. Il me revient, puisque je fais de la politique, c'est une relation un peu pas transparente entre les contrôles, parce que ça existe effectivement depuis tard, et l'effectivité. Troisième niveau qui n'est pas le moindre, il faut quand même que l'administration et le MINDU devraient s'occuper de cela, renforce la synergie entre tous les services qui doivent participer à ce contrôle. Parce qu'au moment où vous venez sur le chantier, est-ce que la NOR a fait son travail pour savoir que les matériaux qui sont vendus sont dans les normes de bonne qualité, résistent, avant qu'on ne voit si l'ouvrage qu'on veut faire supporter à ces matériaux est de nature. Donc, vous voyez, on ne peut pas vous faire porter toute la croix d'Israël, mais vous devrez, et je salue d'ailleurs le courage de Roger Mbassandimé, mais il faut qu'on vous donne des moyens, madame, pour qu'en amont, il y ait eu de contrôle chez les quincailliers, je les cite, je sais que demain ils vont me prendre, les quincailliers chez certains de vos collaborateurs et que les experts fonciers prêtent serment pour répondre de leurs responsabilités lorsqu'il y a un problème. L'immeuble qui s'est effondré à Malangué, c'est un immeuble qui date, madame. Ce n'est pas un immeuble qu'on est en train de construire. C'est un immeuble qui date, monsieur le délégué. J'aimerais bien rebondir sur les dispositions en amont. Voilà. Dans le texte réglementaire, il y a des dispositions en amont. Tout simplement, je vous explique rapidement qu'est-ce qui se présente. Dans les bâtiments qui vont déjà en hauteur, il est prévu la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, c'est par un ingénieur inscrit au tableau de l'ordre. C'est-à-dire la loi sur l'urbanisme est orientée vers les corps professionnels. C'est-à-dire tout propriétaire devrait s'associer les services d'un ingénieur inscrit au tableau de l'ordre et qui figure dans son dossier de demande de permis de construire. Et c'est cet ingénieur qui est responsable, qui engage sa responsabilité. Vous avez constaté, tous les immeubles qui sont effondrés, la première question qu'on a posée, c'était quel est le nom de l'ingénieur qui était responsable de ce projet? Il y en a, ils n'ont pas été poursuivis. On n'a pas encore d'exemple de procès de la responsabilité. Ça, c'est une première phase. Ah ben, écoutez, il y a les ordres ayant pour mission de maintenir la discipline dans leurs différents corps. Un ingénieur qui s'engage sur un immeuble qui s'effondre, il passe au conseil de discipline de l'ordre. C'est ces dispositions qui ont été prises en amont. Donc, je crois qu'il y a des ingénieurs qui ont été suspendus pendant une bonne période.
à cause des différences constatées. Donc, en amont, la loi est orientée corps professionnel. C'est-à-dire qu'il faut que l'architecte porte le projet, il faut qu'un ingénieur suive le projet. Et il y a un aspect auquel beaucoup de gens s'attardent pas, c'est le certificat de conformité. La plupart du temps, personne n'évolue jusqu'à ce point. Le certificat de conformité, c'est quoi? C'est un peu comme quand vous achetez un terrain dans votre titre foncier, vous allez déclarer que votre terrain vaut 2 000. Alors qu'en réalité, il vaut 100 000 francs de mètre carré. On l'enregistre dans votre dossier. Oui, vous avez déclaré que votre terrain vaut 2 000. Quand vous achevez votre chantier, vous demandez un certificat de conformité. L'équipe technique redescend sur le terrain et elle constate ce qui est réellement exécuté. Et là, vous êtes face à un redressement et toute forme. Sinon, vous n'avez pas un immeuble viable. Je le dis beaucoup plus pour les investisseurs, parce que les investisseurs n'est pas prêt à prendre des risques sur son investissement. Je parle au nom des petits citoyens camerounais. Attendez, je vais vous faire une proposition. Je parle au nom des petits citoyens camerounais parce que nous sommes là dans une compétition de projets de ville. Nous sommes, certains d'entre nous, natifs de la ville, et d'autres font des choses par spéculation financière et économique. Je pense que pour commencer à mettre de l'ordre, il faut s'attaquer aux grands groupes d'intérêt et rendre non louables les immeubles qui ne répondent pas, par exemple, aux normes. Parce qu'on connaît des stocks d'immeubles dans cette ville, on sait à qui ça appartient et c'est fait à la va-vite au mépris même des règles de sécurité. Si on faisait déjà cela, monsieur le délégué, ce serait un effort, ne vous attaquez pas aux petits, hein. Il y a les gros. De demander que l'enrichissement de tout contrat de bail soit accompagné d'un certificat de conformité. Je suis d'accord avec vous. Et ça réglerait beaucoup de problèmes. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un locataire tant que vous n'avez pas un certificat de conformité de votre investissement. Justement, madame, je veux dire que Hervé relève quand même une appréhension qu'on pourrait avoir, sachant que les groupes d'influence, les hommes d'affaires, je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre, il y a quand même un certain nombre d'acteurs et de partenaires qu'on pourrait soupçonner de jouer des influences pour ne pas toujours aboutir au respect des normes. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui, en ce moment, ne respectent pas ces procédures d'obtention de permis de construire ne sont pas les petits... Les petits individus ou alors des personnes privées, c'est souvent les groupes, des partenaires internationaux. Au niveau de la mairie de la ville, comment vous entendez gérer ce genre de dossier de questions? On travaille froidement, M. Dipita. Sans état d'âme. Sans état d'âme. On respecte les tests. Très belle déclaration. Mais comme vous n'êtes pas candidat aux élections, Madame Nana, on connaît votre pertinence, mais voilà, attention. Nous avons un plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols opposables aux tiers et nous les appliquons. Jusqu'à présent, on n'est pas encore connu des agréments. Non, pour le moment, non. C'est possible de demander des dérogations. Je pense que... donc vous faites des dérogations. Tout ce qu'on voit à l'aéroport, partout, sont des dérogations. Voilà, c'est une ville de dérogation. Comprenons l'esprit de la dérogation. L'esprit de la dérogation ne vous dit pas d'aller à l'encontre du plan d'occupation des sols. Car la procédure, elle est simple. Sur un site, vous pouvez construire, disons que le plan d'occupation des sols est prévu que vous devez occuper au plus 60% de la superficie. Mais vous avez un projet qui vous pousse à occuper 90%. Vous sollicitez l'avis du maire, parce que c'est sa ville. Il faut qu'il soit déjà d'accord, parce que s'il n'est pas d'accord, la procédure s'arrête. Le maire qui est d'accord maintenant fait remonter le dossier au niveau du représentant de l'État, qui est le MINDU, qui peut accorder une dérogation parce que le maire l'a accepté. Monsieur Duguay, ce cas-là est intéressant, mais il n'est pas le cas le plus visible. Je pose la question à vous, mais Madame Nana, je connais, elle n'y est pour rien. Qu'est-ce qui a autorisé la construction sur la zone affectée aux activités portières qui représente près de 92 hectares que l'État a donné au PAD? Qu'est-ce qui autorise les stations d'essence, les constructions? Maintenant, c'est un forme de route privée. Il faut s'attaquer à ces gens, parce que c'est là que l'exemple apprend aux autres assez disciplinés. Lorsque vous venez vous attaquer aux gens qui sont dans le poto-poto, hein, d'ailleurs, je fais une parenthèse, la plupart des gens qui construisent sans titre d'Ipita sont dans des quartiers, excusez-moi, tout le monde ne le sait pas ici, ces quartiers ont le même nom, mais dans des langues différentes. Nkomondo veut dire Newbel, en bassa, et Ngonsoa, en langue bazou, veut dire nouveau lotissement. Bessenga veut dire la même chose. Vous comprenez? Ça, ce sont les développements empiriques de notre ville. Et je pense donc que quand vous attaquez un sujet d'une telle importance et d'une telle sensibilité politique, il faut mettre beaucoup de communication, beaucoup de transparence et impliquer les populations.
la jeunesse, les gens de demain. Mon jeune compatriote vient de demander, est-ce que Douala va être une ville verte? Est-ce que c'est une ville de gratte-ciel? C'est une ville d'hôtel? Vous savez le scandale qu'il y a à Bonandio où des voisins construisent et font courir le risque de coulement à d'autres voisins. Mais en fait, je pense que vous soulevez d'ailleurs un sujet très important. Et je soulève toujours les sujets importants, même du point de vue du FPSTLM. Félicitations. Et j'avais d'ailleurs une question dans ce sens-là. Est-ce que vous avez prévu des mesures d'accompagnement pour tous ces gens, tous ces ménages qui ont construit dans des marécages? Parce que, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des grands groupes qui ont des immeubles, mais je crois qu'aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est vraiment ces gens-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des pluies à Douala, il y a des morts. Donc, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues dans ce sens-là? Bon, là, on déborde du sujet. Mais dans le plan d'occupation des sols, il y a des zones à risque. Donc, en fait, nous, la ville, on protège les habitants en les empêchant d'occuper ces zones à risque. Parce qu'en fait, quand ils habitent, vous imaginez aussi des éboulements. On n'aimerait pas que ce qui s'est passé à Bafoussam, Gouaché, arrive à Douala. Donc, le plan d'occupation, effectivement, a délimité ces zones à risque. Bon, maintenant, il y a quand les gens habitent dans ce genre de zone, on essaye de les faire déguerpir. Bon, mesures d'accompagnement. Bon. On leur donne du temps. On leur donne du temps pour partir et puis... Vous donnez du temps parce que vous n'avez pas été... Mais le temps ne fait pas forcément de l'argent. Justement, l'un des aspects de la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est davantage la sensibilisation. Est-ce que vous avez le sentiment dans le retour que les gens sont conscients de cette opération? Je veux dire que vous n'avez pas des réticences ou des réfractaires, de ceux qui ne veulent pas systématiquement adhérer? Déjà, c'est une deuxième campagne qu'on est en train de faire. Quand on a lancé les plans directeurs d'urbanisme et les plans d'occupation du sol, il y a une grosse sensibilisation qui avait été faite en 2015. Je pense que la communauté urbaine de Douala a été passée de commune. Non, on était passé d'arrondissement en arrondissement pour expliquer aux populations. Et on avait convoqué les chefs de quartier, les chefs de bloc, les associations pour essayer vraiment de faire passer le message. Et dans le site de la communauté urbaine de Douala, si vous allez visiter, on peut retrouver donc ces plans d'occupation du sol et... Moi, je peux témoigner que je l'ai. Voilà. Vous voulez dire un mot sur ce sujet? Oui, je voudrais revenir sur le certificat de conformité. Moi, je souhaiterais que le maire de la ville insiste dessus parce que ce serait un document à la limite coercitif. Parce que si vous arrive que vous ne pouvez pas signer un contrat de bail parce qu'on n'avait pas de certificat de conformité, je pense qu'on n'aura plus besoin de courir après les populations pour venir régulariser les sessions. Je pense qu'on devrait, à la limite, s'associer avec le service des impôts qui a enregistré les contrats de bail pour le dire non, votre bâtiment doit associer le certificat de conformité au contrat de bail. Et on aura résolu beaucoup de problèmes et vous verrez que c'est tout le monde qui va courir vers la communauté pour ceux qui construisent pour louer. C'est ce qui arrive. Parce que Douala est victime de la spéculation immobilière. C'est-à-dire que les populations même de Douala commencent à être chassées de Douala parce que les gens peuvent louer à des groupes de Chinois des maisons pour 6 ans qui sont payées d'un seul coup. Et il faut qu'on mette... C'est pour ça que je dis, Madame Nana, vous avez une tâche assez difficile parce que c'est une question prioritaire. Et il faut qu'on vous y ajoute aussi plusieurs organisations civiles pour participer à votre campagne. Est-ce qu'il y a encore les habitants de Douala, à part ceux qui sont logés par leurs entreprises ou ceux qui ont de l'argent pour louer à prix très fort? Vous savez qu'il y a des zones à Douala, maintenant le mètre carré vaut 1 million de francs. Je ne vais pas citer. À ce stade, quelles sont les difficultés à ce stade depuis la campagne que vous menez, les difficultés d'implémentation de cette... Avez-vous des difficultés sur le terrain? Bon, les populations adhèrent. On n'a pas vraiment... C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé, comme je disais tantôt, dans les quartiers structurés, ces populations comprennent bien le bien fondé. Et en même temps, tous les autres promoteurs de la ville, ils viennent spontanément au guichet unique. Donc, conséquemment, vous avez comme le sentiment que la demande de permis de construire est croissante. Mais c'est vous qui êtes vous-même comptable, si ça marche ou pas. On devrait avoir une autorité indépendante pour dire que les gens adhèrent, Madame Nana. C'est la ville, non? Mais c'est la ville, c'est leur responsabilité. Non, ce que je dis, l'esprit de la ville ne devrait pas être un esprit administratif. Lorsque nous entrons dans l'ère des nouvelles collectivités territoriales, il faut changer le mind de cette ville. Il faut y faire adhérer ces jeunes et tous des espaces. Moi, j'ai été heureux parce que Internet a laissé quand même des bonnes choses aussi. Vous savez, le dernier projet d'aménagement de 133 quartiers dans la ville de Douala touche là où moi j'habite. Et j'ai été heureux d'être invité un jour par la société
je ne vais pas faire sa publicité, que vous connaissez très bien, qui a été chargé de faire des études. On demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent dans leur environnement. Il y en a qui voulaient le terrain de basket, il y en a qui voulaient les pavés et tout. C'est ça la ville de demain. La ville qui consiste à ce que les gens soient assis dans leur bureau et décident que la route passe derrière chez moi sans me demander si ça va être... si ce n'est pas nuisible, c'est terminé. Vous comprenez? Et donc, la loi sur les nouvelles collectivités territoriales associait tout le monde et sortait de la caserne de Bonandio. Ça se voit que vous êtes passionné par cette ville, Hervé, parce que vous avez profité pour mettre tout. Rédaction, on va sortir de la question. Dans quelques minutes, on va prendre Christophe Fomogno et puis entamer avec l'autre thème. Le mot de la fin sur ce thème, vous direz? Bah, j'espère que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Non, pas du tout. Pas du tout. On voit vraiment les résultats des actions qui sont menées actuellement. Et surtout, bon courage. Merci. Je transmettrai à monsieur le maire. J'ai dit, bon, avec le nouveau code de la décentralisation, c'est une opportunité pour les maires de reprendre en main la gestion de leur ville en s'appuyant sur toute la batterie administrative qui est mise à leur disposition. Et j'insisterai sur ce certificat de conformité qui est un outil très important et très puissant dont l'utilisation judicieuse leur permettra de reprendre en main le contrôle de leur vie. D'accord. Et je voudrais insister, M. Dipita Tongo, pour dire à tous les habitants de la ville de Douala que quand vous achetez un terrain en vue de construire, il faut d'abord demander le certificat d'urbanisme. C'est un papier qui vous dit si votre terrain est constructible ou pas et quel type de construction vous pouvez y faire. Cela éviterait beaucoup de désagréments. C'est très important, le certificat d'urbanisme. Et au guichet unique, vous l'avez en un délai de maximum 10 jours. Voilà, donc... Et je veux dire, en termes, ça coûte? Bon. Non, on ne va pas parler d'argent, mais je veux dire qu'il y a quand même évidemment des... Très minime, très minime. Hervé, pour terminer. Moi, je soutiens tout ce qui peut faire que cette ville reste la plus belle ville du monde dans mon cœur. Mais il faut le faire avec courage, parce que je sais aussi le poids des groupes d'intérêt de cette ville. Et souvent, ce sont les mêmes qui, dans la journée, crient il faut de l'ordre, mais de l'ordre pas pour eux, c'est pour les petits. Donc moi, je vous soutiens, madame. Merci. Très bonne campagne, mais faites un effort de communication qui fasse en sorte que ça ne se limite pas dans vos bureaux à... Non, nous sommes sur le terrain, M. Hervé, comme venez à la cité ici quand nous avons des équipes mobiles. Venez discuter avec les populations, les intervenants. Merci à Hervé Emmanuel Com, merci à Nina Nassounou d'être resté pour parler de cette première question, évidemment, qui intéresse nos téléspectateurs. On voulait également parler ce soir, Georges-Olivier Nunga aussi. Merci beaucoup, monsieur le délégué, d'avoir porté votre expertise. On va vous laisser partir parce qu'après, les politiques prendront le contrôle de l'émission. D'accord. Ils ont commencé par des petits jeux là tout à l'heure. Ça va se poursuivre. Ok. Merci infiniment. Merci. Attention. Il y a des idées que j'avais votre micro. Voilà. Je ne suis pas habituée à comme vous allez rester assise. On va prendre au plateau. Je ne peux pas vous déshabiller. Vous allez rester assise, madame. Pour la transition, pour vous laisser partir. On va donc prendre le deuxième thème et puis revenir. On va prendre transition et revenir derrière. Frédéric. Voilà, retour en studio, les aléas du direct. On va donc, voilà, Fred Axel, vous allez prendre la place juste à côté, en espérant que Max Wabo est déjà dans les studios. Hein. Il faudrait qu'il puisse arriver pour qu'on prenne le deuxième thème qui, comme je l'ai dit, va parler de gré à gré, mythe ou réalité. Mais avant, il est souhaitable qu'on aille du côté des États-Unis. Le dispositif micro est déjà installé de ce côté. Si Eric Nando est d'accord, on va contacter Christophe Fomogno pour la cause. Il y a un micro qui est prêt déjà, Eric. C'est bon, ça devrait pouvoir aller. Maintenant, on va parler du gré à gré, vous le savez, tout à l'heure. Max Wabo doit nous rejoindre, il est du MRC. Kedjan Henry Atembe s'excuse à l'instant, malheureusement pour des contraintes indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu être là. On va donc parler de cette question qui, comme vous le savez, a été mise sur la table
notamment par le président national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui, lors de ses précédentes sorties, estime que le pouvoir va se faire entre le président de la République et éventuellement un dauphin qui serait choisi par ses soins et qui ne respecterait pas forcément le processus constitutionnel, ou du moins, même si on passe par le processus constitutionnel, ce sera loin du regard du peuple, sans forcément son avis. C'est une question qui, évidemment, anime les réseaux sociaux, l'opinion, depuis quelques jours déjà. Et on va en parler juste derrière, le temps peut-être d'avoir en ligne Christophe Fomonio pour d'abord évoquer cette question concernant l'impact de la Covid-19 sur les démocraties au Cameroun. Christophe Fomonio en ligne. Christophe Fomonio, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on aurait dû vous avoir par Skype, en vidéo. Ben, quelques soucis nous empêchent de procéder par cela. On vous a au téléphone, c'est l'essentiel. Merci infiniment d'être là. On va peut-être commencer par là, on a appris ce soir, ou du moins en après-midi, le décès du président du Burundi, du moins le président sortant, Pierre Nkurunziza, décédé de suite de crise cardiaque. Je rappelle que vous êtes pour l'Afrique le représentant du NDI, vous êtes donc un observateur averti des questions de démocratie, de droits de l'homme et bien d'autres. Et le Burundi, vous connaissez. Une première réaction? C'est d'abord une réaction de tristesse pour la famille Nkurunziza, pour le peuple burundais qui a connu tant de traumatismes par le passé. Donc je transmets mes condoléances à sa famille et au peuple burundais. Mais c'est aussi triste parce que le pays, le Burundi, était sur le plan de connaître une transition paisible et il y a lieu de se poser des questions, de savoir si ce décès ne va pas remettre en cause cette transition qui était prévue pour le mois d'août 2020. D'accord. Et justement, dans cette transition-là, je veux dire que c'est vrai, on sait que ces dernières semaines, le président sortant du Burundi a remis longuement en cause la question de Covid-19. D'aucuns pensent que cette maladie fait des ravages dans ce pays-là. Est-ce que vous y voyez une lecture dans cette réticence et puis les événements qui ont eu lieu aujourd'hui? Effectivement, il est vrai que selon la déclaration officielle du gouvernement burundais, le président Pierre Nkurunziza serait mort d'une crise cardiaque. Mais en même temps, nous savons que certains proches, certains membres de sa famille, notamment son épouse, est hospitalisé au Kenya pour le Covid-19. Nous savons aussi que beaucoup de membres de sa famille proche sont souffrants. Donc, il y a lieu de s'inquiéter quant à la cause réelle du décès. Il vous souvient que le Burundi, justement, faisait partie de ces pays qui ont procédé aux élections nationales dans un contexte de Covid-19 où, dans beaucoup de pays, les gens prenaient des mesures de barrière, de distanciation sociale pour éviter des attroupements de la population. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger si les statistiques officielles qui sont annoncées par rapport à l'impact du Covid-19 au Burundi sont réelles ou bien si vraiment la pandémie est en train de causer beaucoup plus de ravages que ce qui est dit officiellement. Alors, bien au-delà du Burundi, abordons donc la question fondamentale de ce soir, l'impact de la Covid-19 sur la démocratie en Afrique en général et qui c'est peut-être aussi sur le Cameroun, vous nous en direz. Vous y faites un lien direct entre la pandémie et peut-être l'application des règles démocratiques. On a pu voir qu'un certain nombre de mesures barrières, par exemple, limitent le nombre de personnes qui doivent se retrouver dans des lieux dont probablement des manifestations politiques au public. Dans les mesures barrières, on constate comme ça
des décisions qui pourraient peut-être empiéter sur des mesures démocratiques, vous le dites aussi? Oui, il va sans le dire que cette pandémie, le Covid-19, nous frappe en tant que continent, ça nous frappe à un moment vraiment crucial parce que les défis sont énormes. Ça arrive à un moment où beaucoup de pays étaient en train de démarrer, en fait, en plein démarrage sur le plan économique et même politique, dans la consolidation des institutions de gouvernance et dans la meilleure protection, l'expansion même des espaces de participation citoyenne. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les mesures de barrières, avec les contraintes qui s'imposent, ça devient un peu plus difficile pour la société civile, par exemple, de se mobiliser et de continuer à jouer son rôle d'avant-garde. Ça devient beaucoup plus difficile pour les assemblées nationales où le pouvoir législatif va se retrouver pour jouer son rôle de contrôle parlementaire. Ça devient un peu plus difficile pour les citoyens de se mobiliser pour faire des plaidoyers auprès des élus. Donc, quelque part, les espaces de participation citoyenne sont réduits à cause de la pandémie. Et en même temps, on se dit que si les citoyens font application des nouvelles technologies, parce que je vois de plus en plus les gens qui communiquent par webinar, de façon virtuelle, par téléconférence, par vidéoconférence. Donc, quelque part, les populations, les citoyens, les organisations de la société civile se familiarisent de plus en plus avec d'autres outils de mobilisation, ce qui fait qu'à la longue, peut-être qu'ils vont s'en sortir de façon beaucoup plus renforcée et que cette résilience qu'on connaît aux Africains puisse avoir le devant et qu'à la sortie de cette pandémie, que nos processus démocratiques soient de plus en plus renforcés. Partant de là, que doivent faire les États justement pour essayer de mettre sur la table de la gestion des affaires publiques ces deux éléments? Préserver la santé publique en période de pandémie et préserver les libertés, donc préserver la démocratie. Oui, je pense qu'il va falloir beaucoup d'efforts d'inclusion et de transparence. D'inclusion dans ce sens que même si les rencontres publiques ne sont plus possibles, les gouvernants devraient faire des efforts pour intégrer, pour recevoir la contribution de ceux d'en face, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit l'opposition parlementaire, que ce soit la société civile, et de les intégrer dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des politiques de gouvernance. Aussi, je me dis que dans certains pays, on voit par exemple en Éthiopie en ce moment, tout comme en Tanzanie et au Malawi, des grands débats qui se tiennent sur le calendrier électoral pour voir par exemple est-ce qu'il ne faudra pas trouver moyen de ne pas tenir les élections pendant cette période de la pandémie et repousser un peu le calendrier électoral pour tenir les élections au bon moment où tout un chacun pourra participer assez librement. Mais je pense que chaque fois qu'un gouvernement fait des efforts dans ce sens, même en dépit des difficultés matérielles de travail pendant la pandémie, les populations vont apprécier et les décisions qui seront prises seront respectées compte tenu des difficultés, mais seront respectées comme un effort réel de la part de ceux qui gouvernent, de continuer à gouverner de façon transparente et inclusive. Ça fait environ 3 mois que la pandémie a été déclarée en Afrique. À ce stade, selon vos statistiques ou l'observation, avez-vous déjà noté des pays où cette pandémie a un impact négatif sur la démocratie? Y a-t-il recul de la démocratie dans certains pays à ce stade? Je pense que tout ce qui réduit les espaces de participation citoyenne finissent par avoir un impact sur la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que dans cette période, comme je le disais au début, le seul pouvoir qui a vraiment presque toute son autonomie, qui garde toute son autonomie, c'est le pouvoir exécutif.
Donc, on trouve que dans beaucoup de pays, le gouvernement qui représente donc le pouvoir exécutif a ses pleins pouvoirs, a toutes ces ressources à sa disposition et peut gérer les affaires publiques, soit de manière exclusive, parce que les autres pouvoirs sont un peu empêchés et la société civile aussi est empêchée, tout comme les partis politiques. Mais dans d'autres pays, on voit quand même des efforts qui sont faits pour que le système démocratique continue à fonctionner normalement. Il est vrai aussi que dans la gestion de cette pandémie, nous avons pu constater que les pays qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme les pays démocratiques, ont fait une meilleure communication sur les défis de la pandémie, sur les mesures barrières, sur les dispositions à prendre dans les tests, dans le port de masques, par exemple, et dans la gestion même de la crise par rapport aux pays, par rapport au gouvernement dans les pays moins démocratiques. Et nous avons aussi constaté que dans les pays démocratiques où les populations avaient confiance dans leurs gouvernants ou dans leur gouvernement, les populations sont beaucoup plus aptes à suivre toutes les instructions données par les institutions étatiques que dans les pays qui sont moins démocratiques. Ce qui fait que les pays comme le Sénégal, par exemple, le Ghana à côté, le Botswana et même l'Afrique du Sud, en dépit de l'ampleur de cette crise, ont été mieux à même de gérer les communications autour de la crise avec les populations que d'autres pays moins démocratiques sur le continent. Alors pour finir, on ressort par là. Personne ne sait quand est-ce que cette pandémie va s'achever. Je veux dire, dans la perspective, est-ce qu'à terme, moyen ou long terme, la démocratie, pays qui ont déjà atteint un certain niveau de démocratie, pourront tenir longtemps? Je veux dire que, est-ce que les gouvernants ne pourraient pas être tentés de davantage limiter les actions peut-être de l'opposition? Oui, vous savez, comme c'est une pandémie globale, comme nous le disons depuis le début de l'émission, même les anciennes démocraties sont frappées. On n'a qu'à voir ce qui se passe ici aux États-Unis avec plus de 110 000 morts et tout le débat autour de la façon dont le président Donald Trump a géré la communication autour de la crise. Donc, même les vieilles démocraties ont été impactées et à court et à moyen terme seront toujours impactées par cette pandémie. Pour ce qui est de nos pays africains, Christopher Fomonio. Alors, on va certainement poursuivre cet échange qui, pour l'instant, connaît un petit souci au niveau de la connexion. Christopher Fomonio va nous revenir tout de suite. Le temps de rappeler effectivement qu'il est pour l'Afrique le représentant du NDI, Christopher Fomonio, un acteur donc politique dont l'institution observe l'évolution et les actions des politiques sur le continent africain et souvent au-delà. C'est une activité qu'il mène depuis un moment. Peut-être une réaction, un mot, le temps de le retrouver avec Manuel Com. Un commentaire, non. Fred Atlas. C'est une analyse qui est pertinente, que je partage. Un petit mot, bon, on va certainement le retrouver tout à l'heure. Bon, on a eu des soucis au niveau de la connexion. Cela dit, on va prendre la transition et puis venir sur le thème définitivement. Hervé Emmanuel Com, bonsoir à nouveau. On va également dire bonsoir à Max Wabo. Voilà, alors, Christopher? Oui. Bon, juste pour chuter, on a eu un petit souci de connexion, juste pour terminer. Tout à fait. Vous étiez en train de... Voilà, allez-y. Oui, j'étais en train de dire que même les vieilles démocraties comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, on peut les citer, ont été aussi impactées par cette pandémie et seront obligés à gérer les crises à court et à moyen terme. Et pour ce qui est de notre continent, de l'Afrique, donc, il est vrai que les leaders politiques, les élus politiques qui étaient déjà rattachés à la démocratie,
vont en consultation avec les autres acteurs de la scène politique, avec leur population, trouver moyen de gérer cette pandémie en tenant compte des acquis démocratiques, en tenant compte de la volonté des populations africaines à consolider leurs acquis démocratiques. Par contre, il faut se rendre aussi à l'évidence que ceux qui sont autoritaires, ceux qui ne sont pas rattachés à la démocratie, vont chercher à profiter donc de l'existence de cette pandémie avec les nombreux défis qu'elle pose pour se donner davantage de pouvoir et pour priver les autres acteurs d'une marge de manœuvre qui devrait contribuer aussi à la bonne gestion de la chose publique. Mais je garde confiance parce que je sais que les Africains d'aujourd'hui ne peuvent plus se laisser prendre pour compte. Ils sauront trouver les moyens pour se faire attendre, pour qu'en début de la crise et en début de la pandémie, que la démocratie puisse continuer à faire son chemin sur le continent. Merci infiniment pour cette analyse en relation avec la pandémie de la COVID-19 et l'impact que cette pandémie pourra avoir sur la démocratie en Afrique. Merci et bonne soirée là-bas à New York. À moi de vous remercier. Bonne soirée et prenez soin de vous tous. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Alors, je vous disais bonsoir à Marx avant qu'on ait ce petit inconvénient au niveau de l'échange avec. Vous êtes du rappel du MRC et on va avec vous donc entamer cette deuxième partie de l'émission, notamment concernant le gré à gré. Une idée que vous portez pratiquement, que vous dénoncez d'ailleurs au sein de votre parti. Quel est le concept? Quel est le mécanisme? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Je tiens, avant de commencer, avant de répondre à votre question, saluer tous les panélistes, ou bien les co-panélistes qui sont sur le plateau. C'est un plaisir de me retrouver auprès du grand frère Emmanuel Combe. J'ai l'habitude de le suivre sur des plateaux et ça me fait un honneur de me retrouver à ses côtés. Je salue également mon jeune frère d'en face. Fred Axel Ebé. Fred Axel Ebé, qui est vice-président. Ok, merci. Chargé de la coopération, de l'intégration régionale et sous-régionale et des relations avec la diaspora pour le PCRN. Dans le nouveau bureau ou l'ancien? Ça date de dimanche. Allez-y, Max. Non, je vous remercie également, vous, M. Dipita. C'est ma première fois d'assister, d'être invité ici à SCV. J'ai souvent été sur d'autres plateaux, et donc c'est un honneur de me retrouver là. Bien, revenant donc au sujet, vous m'interrogez sur le gré à gré. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi le MRC dénonce avec la dernière énergie le gré à gré. En réalité, on ne doit pas peut-être chercher très loin. Quand on regarde l'actualité politique au Cameroun, on regarde également les différentes crises qui minent le pays et on se rend compte que du côté de l'appareil gouvernant, on a un chef d'État qui semble être absent sur le terrain. Il est absent, qui communique moins, et on voit justement qu'il y a, comment dirais-je, les membres du gouvernement qui prennent la parole. Pourtant, quand on voit ailleurs, on voit donc que certains chefs d'État prennent la parole sur des sujets aussi sensibles. Et on peut donc justement se poser la question de savoir, est-ce que le président Biya est justement est encore le maître, le capitaine à bord du bateau? Est-ce que le président Biya tient encore les commandes? Du coup, on se pose un ensemble de questions. Maintenant, lorsqu'on regarde la manœuvre, comment les membres du gouvernement se comportent, il n'y a pas justement une cohésion dans l'action gouvernementale. Chaque ministre prend la parole, parfois les uns contredisent les autres, et on s'interroge. Maintenant, quand on pousse encore plus loin, et on se rend compte que la non-présence du chef, Physique. la non-présence physique du chef de l'État peut justement nous amener à nous poser un ensemble de questions. Parce que lorsqu'on dénonce le gré à gré, le président Kamtoki le dénonce, le MRC qui le dénonce, c'est qu'il va sur la base d'un ensemble d'informations. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez donc une Assemblée nationale qui forcément sera convoquée d'un moment à l'autre. Qui se réunit demain. Oui, voilà, demain, voilà. Et on voit justement que
on peut justement amener des réformes au niveau de l'Assemblée en ce qui concerne la Constitution, parce que nous voyons effectivement qu'on risque justement, on s'achemine vers un poste de vice-président, on risquera vous dire que le président de la République a des pouvoirs de nommer le vice-président, et on va vous dire par la suite que le vice-président, justement, peut assurer ou bien achever le mandat du président de la République s'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou alors s'il y a une certaine vacance. Et on voit justement que c'est un peu cette parade. Hein. Donc quand on regarde là, on se dit, rien n'est flou. Il y a quand même des signaux qui montrent qu'on s'achemine vers là. Peut-être dans les développements qui suivent, on pourra plus approfondir. Fred Axel, mythe ou réalité, gré à gré? Alors déjà, je comprends l'inquiétude du MRC, même si je ne partage pas l'analyse. L'inquiétude tient au fait que déjà, au Cameroun, il y a eu un gré à gré historique, un passage de l'ancien président Amadou Ahidjo au nouveau président Paul Biya. Ça n'a pas respecté la Constitution de l'époque de 92. Non, attention, ils n'ont pas dit que le gré à gré ne respectera pas la Constitution. Monsieur Wabos, hein, oui, vient justement de dire que peut-être qu'on va même modifier la Constitution pour faciliter ce gré à gré. Je n'ai pas dit que ça ne respectait pas la Constitution, j'ai dit qu'il y a eu un passage de témoin d'un président à un autre, sans que le peuple ne soit réellement impliqué. Bon, moi, comme je disais, si je comprends l'inquiétude, je ne partage pas tout à fait cette analyse. Moi, je continue à penser que c'est le peuple qui décide ou pas de participer à ce passage de témoin. C'est le peuple qui décide ou pas de laisser faire le gré à gré. Simplement en participant de façon massive et active aux échéances électorales. Parce que de toute façon, il y aura évidemment consultation du peuple. Je vois mal, enfin, on peut tout reprocher au RDPC, mais même quand il y a un simulacre de démocratie, il y a toujours eu un semblant d'élection. Donc il y aura forcément une élection si on doit passer d'un président à un autre. Encore que je ne vois pas pourquoi on en parle maintenant, parce que l'élection en 2025. Bon, moi je demande juste aux Camerounais qui s'inquiètent d'un potentiel ou d'un probable gré à gré de se ruer à Elecam pour s'inscrire sur les listes électorales. Alors je ne le souhaite pas à notre président, mais on a vu ce qui vient de se passer au Burundi. Une vacance peut arriver à tout moment dans un pays. Donc pour ne pas être exclu de cet enjeu-là et du moins ne pas être exclu de la transition politique qui s'annonce, allez déjà vous inscrire sur les listes électorales et lutter donc contre le gré à gré qui pourra avoir lieu. Parce que clairement, si on continue à boycotter les élections, comme ça a été le cas pour le MRC, oui, c'est sûr qu'ils auront l'impression que la transition s'est faite de gré à gré parce qu'ils n'ont pas participé. Allez participer aux élections, inscrivez-vous sur les listes, participez massivement et activement aux élections, et à ce moment-là, vous pourrez lutter contre le gré à gré. Maintenant, moi, je n'ai pas les informations, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se trame. C'est vrai qu'on a dénoncé la léthargie comment dire, j'ai envie de dire traditionnelle du président de la République, qu'on ne voit jamais sur le terrain. C'est vrai, mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il prépare quelque chose? Bon, franchement, plus rien à dire. Emmanuel Combe, gré à gré, mythe ou réalité? Je pense que c'est le peuple qui reste la clé. Ok. Mais écoutez, moi, je suis heureux d'avoir entendu Marx Wabo et puis M. Ebé. Parce que lorsque j'arrivais ici, je me suis dit, tiens, alors là, je vis sur une autre planète ou je suis dans un autre pays. D'abord, définissons ce que c'est que le gré à gré. En droit, puisque ce sont les agrégés de droit qui parlent de gré à gré. Le gré à gré serait un accord qui est fait, même dans le cadre d'une réglementation, avec la simple volonté de deux parties. Et dans le cadre de la République, Marx, il n'y a pas de succession de gré à gré. Ça n'existe pas. Ça fait partie encore de déclarations pompeuses, lunaires, aéronautiques, qu'on nous impose. Je voulais faire une parenthèse parce que je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je respecte le ton pour une fois parce que je n'avais pas l'habitude avec les gens de votre mouvement, que tu poses des problèmes même si on ne partage pas l'analyse. Le Cameroun a connu une élection présidentielle en 2018. Nous avons un président élu pour 7 ans. Nous courons là maintenant, il va rester 5 ans. Même si vous croyez que chez nous, RDPC, on n'a pas de cerveau,
vous ne pouvez pas, dans le cadre d'une dévolution, d'une succession républicaine, avoir un successeur qui peut déborder le mandat de 5 ans, les 5 années restantes. Je crois qu'on peut être d'accord au moins sur ça. Deuxième chose, franchement, Max, vous avez beaucoup de gens qui ont fait des recherches aéronautiques, mais la politique, ce n'est pas de la science-fiction. Tu viens d'avouer toi-même, si, à la suite d'Emmanuel Sim que j'ai écouté ce matin, dans un média que je ne veux pas noter, que c'est suite au Congo-Ça que vous recevez dans le couloir du palais, que vous avez lancé l'alerte en disant que tiens, il se prépare quelque chose qui pourrait être du genre, le président Paul Biya va désigner comme ça, quelqu'un dit toi, allez, tu me succèdes. Non, il faut être sérieux. Vous avez commencé par dire que le président ne vit plus. Il est bien en fonction. Tous les jours, il pose des actes. Vous vous êtes même permis de dire que l'ambassadeur de France avait rencontré un sosie. Là, maintenant, vous ne dites pas si l'ambassadeur de Corée du Sud aussi a rencontré un sosie. Je pense qu'il faut que vous rattrapez. Le monde est en train de traverser une période d'Ipita, qui est une période qui appelle tous les peuples, toutes les nations au rassemblement, à l'unité. Et je vois que vous avez pris un abonnement permanent sur des sujets de haine, des sujets qui nous divisent, des sujets qui créent la fracture politique et sociale de notre pays. C'est totalement inadmissible. Dans la République, Marx, il y a ce qu'on appelle le calendrier républicain. Ce n'est pas autour du MRC que la République tourne. Peut-être c'est vous qui tournez autour de la République. Donc, comme a dit tout à l'heure M. Ebé, il y a eu des élections, vous vous êtes mis aux abonnés absents. Aujourd'hui, vous tenez la parole presque sauvage dans la rue, en créant les rumeurs. Non, je termine là-dessus. C'est très précis pour qu'on continue, parce que si on ne se comprend pas sur certains principes, on va réduire la politique à la science-fiction. Et les gens qui nous écoutent doivent savoir, comme la démonstration est faite en ce moment, qu'il n'y a aucun lien, à part le procès en sorcellerie, entre la réalité que décrit sur les toits mes compatriotes du MRC et la vérité. Je termine une fois sur ce qu'on appelle le congrès. Et je ne peux pas l'apprendre à des gens qui ont cette activité au quotidien, c'est-à-dire au moins le droit. Le congrès, c'est quoi? C'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat sur une question qui touche à des activités bien précises. En ce qui concerne la réunion du congrès, c'est pour recevoir la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas un congrès particulier sur la révision de la Constitution. Où est-ce que vous êtes allé trouver tout ça? Donc, Max, il faut que vous vous calmez, que nous soyons dans l'unité, y compris dans la pandémie du Covid-19. Vous avez trouvé moyen de diviser. Merci, Hervé. On reste sur le thème. Max, allez-y. Alors, je voudrais faire une observation au grand frère Hervé Emmanuel Combe. Alors, on dit que le MRC a boycotté les élections. Écoutez, le MRC a donné les raisons pour lesquelles, justement, il boycottait les élections. Alors, peut-être, je dois rappeler ici, le MRC dit non, nous ne pouvons pas aller aux élections tant que les crises dans le Nozo ne sont pas résolues. Vous allez nous dire effectivement que quand vous êtes allé à l'élection présidentielle, soit, mais quand on voit le nombre de morts, d'accord, on voit comment justement la liste s'allonge. On se dit, mais on ne va pas continuer comme ça. Alors, pour le MRC, c'est dit non, il faut justement qu'on résout justement cette crise dans le Nozo. De cette façon, les habitants du Nozo pourront participer également librement aux élections. Nous sommes au moins tous d'accord. On a vu au moins des procès au Conseil constitutionnel. Nous sommes au moins d'accord que les élections n'ont pas eu lieu dans le Nozo. C'est faux. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. C'est faux, Marc. C'est faux. C'est une parenthèse. Vous le laissez passer. Maintenant, on nous parle, vous dites que le MRC n'a jamais dit que le président Biya était mort. Il faut qu'on soit clair. Le MRC n'a jamais dit cela. Le président Maurice Kamto a fait un communiqué. Et là-dedans, il parle d'un président déserteur. Dire que vous êtes déserteur, ça ne veut pas dire que vous êtes mort. Donc, si le grand frère Hervé Emmanuel Combe parle d'une mort venant du MRC, non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le MRC n'a jamais dit que le président Biya était mort. On a dit, on n'a plus de capitaine à bord. C'est un président déserteur. Vous reconnaissez qu'il est président?
Laissez-le développer. Il est président ou non? Laissez-le poursuivre. Il est président. Non, vous reviendrez. Président de fait, c'est pas mauvais. Il est président de la République. De fait, oui. Ah bon, continue. Président de fait. Alors, on dit justement, c'est un président déserteur, on n'a plus de capitaine à bord, et c'est même ça justement qui posait problème. Parce qu'on s'est posé la question, comment on peut être dans une pandémie aussi sévère et que le chef de l'État, d'accord, ne prend pas la parole. Max, pour vous relancer. Et puis donc, c'est donc ce qui amène le président Kamto a dit c'est un président déserteur. Il va même plus loin dans le communiqué en disant, M. Biya, connaissant un peu comment M. Biya opère, il a jusqu'à dire, M. Biya va réapparaître d'un moment à l'autre pour justement se comporter comme le Messie. Et c'est ce qui a été fait. Donc, tout simplement dire au grand frère que le MRC n'a jamais dit que le président Biya était mort. Max, pour vous relancer, Max, pour remettre un peu en contexte, justement, l'idée du gré à gré survient après une période que le MRC a observée, à l'issue de laquelle il estime que le président est invisible. Oui. Dans un premier temps. Et sur les réseaux sociaux, on a vu un certain nombre d'activistes qui ont clairement annoncé la mort du président, qui ont fait qui ont indiqué des scénarios disant que l'avion arrivait à Yaoundé. Un professeur de collège à Paris. Donc je veux dire que c'était dans un contexte où l'idée de la disparition par la mort du président était ambiante. Et est-ce qu'on peut pas se dire que le MRC a surfé sur cette ligne-là pour justement développer... Non, en toute sincérité, le MRC n'a pas surfé à ce niveau. Il faut bien qu'on se comprenne. Vous avez à l'extérieur des activistes qui ont annoncé la mort du président Biya. Ça, nous avons tous suivi. Mais il se trouve donc que c'est pas... Ils n'ont pas de lien avec vous. Hervé. Oui, bien sûr, ils n'ont pas de lien. Vous reviendrez. C'est pas un monologue. Non, ils n'ont pas de lien avec... Ils n'ont pas de lien avec vous. Ils n'ont pas de lien avec nous. Monsieur Niamsi n'a pas de lien avec vous. Mais il n'est pas du MRC. Calibro, non. Non, écoutez, tout le reste du bazar. Monsieur Hervé Emmanuel, comme je vous en prie, il faut qu'on soit clair. Oui. Monsieur Calibro, c'est je crois que c'est le fondateur de la BAS. Alors le MRC n'a pas de lien avec la BAS. Il faut que cela soit clair. Peut-être, je vous en prie. C'est une très bonne émission. Non, je vous en prie. Monsieur Hervé Emmanuel, il peut peut-être arriver que dans votre bataille, d'accord, et dans ma bataille, écoutez, on peut peut-être avoir un point commun. Mais le fait d'avoir un point commun ne veut pas forcément dire justement que nous sommes liés. Je vais prendre un exemple. Vous avez le PCN, qui est un parti d'opposition, d'accord? Oui, c'est un parti d'opposition. Vous avez le MRC qui est un parti d'opposition, d'accord? On a peut-être un adversaire commun. On a un adversaire commun, d'accord? Mais on peut ne pas avoir la même idéologie ou bien le même process. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les activistes à l'extérieur qui ont annoncé la mort du président Biya, vraiment, ça les engage. Ils ne sont pas liés au MRC. Cependant, ce qui a amené justement le professeur à parler d'un gré à gré, on a constaté justement que pendant que la pandémie prenait de l'ampleur, on ne voyait pas le président Biya. On se posait la question, vous avez vu le Premier ministre prendre la parole, vous avez vu le ministre Atangadi prendre la parole, on a vu même qu'il n'y avait pas une cohésion gouvernementale. Du coup, on se disait, où est le capitaine à bord pour mettre des pendules à l'heure? Elle avait réagi et puis Fred Alex on parle la parole. Oui, non, mais Max, je pense que poser la manière dont... On devrait souvent avoir des débats comme ça, avec ce ton. Mais je dis, en quoi vous vous trompez? Le peuple souverain camerounais connaît très bien Paul Biya. Il lui a confié la direction de son destin depuis le septième mandat. Paul Biya n'est pas l'homme qui sort au premier coup de fusil, à la première agitation pour parler. Il y a des présidents qui sont pour ça. Je ne vais pas citer les noms, je suis courtois. Ce n'est pas le cas du nôtre. Et lorsqu'il s'agit que le président montre la voie, le sens, il n'est pas là pour commenter le fait divers, il est venu donner le sens et la voie de ce qui doit être fait pour garder l'unité du peuple et nous faire traverser cette tempête. Deuxième chose, vous prenez toujours des sujets de division. On ne va pas vous suivre dans cette posture. Mais il y a un moment quand même que vous devez vous dire, attention, là on est au point zéro. On est au point zéro, pourquoi? Parce que cette pandémie a démontré la fragilité même des plus grandes puissances au monde. C'est quelque chose de dangereux, même là où nous devons être unis, réunir nos moyens. Vous avez trouvé moyen de nous diviser. Et chaque fois que nous allons vers un objectif d'unité pour traverser ensemble, vous trouvez le moyen. Moi, je vous dis une chose aujourd'hui, Marc, je te l'ai dit aujourd'hui,
Paul Biya est président pour 5 ans encore. Ça vous plaise ou pas? Il est en capacité, il le demande tous les jours d'exécuter son mandat. Merci. Si maintenant, moi je ne suis pas... Attendez, si maintenant, moi je ne fais pas dans le Congo, ça je termine, s'il te plaît. Si maintenant, il y a un problème, nous avons un cadre constitutionnel, nous sommes une république, la dévotion des pouvoirs et tout ce qui va se faire dans ce cadre. Nous n'allons pas attendre que vous décidez d'aller aux élections pour pouvoir respecter la Constitution. Vous n'allez pas nous imposer votre calendrier. Il faut que vous soyez des citoyens. Et je suis heureux que ce soir, tu reconnaisses que Paul Biya est le président de la République. Merci, c'est déjà dit. Il faut avoir une posture... Non, en termes de temps de parole, Fred nous observe depuis, donnons-lui un moment de respiration. Mais ils sont dans l'opposition tous les deux. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter tous les deux. En fait, encore une fois, je comprends l'inquiétude de monsieur Wabo. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du titre foncier. Du permis de construire. Du permis de conduire et même du titre de construire et même du titre foncier. On parlait des titres fonciers litigieux. Donc on peut penser qu'après 38 ans d'occupation du même siège, peut-être que le président actuel a pensé qu'il en était le propriétaire et peut-être qu'il se dit dans un coin de sa tête qu'il peut décider à qui est-ce qu'il va remettre. Eh bien, ça, c'est un procès en sorcellerie. C'est un procès en sorcellerie. Eh bien, laissez-le poursuivre. J'ai pris la peine de vous écouter. Non, mais tu me Prenez la peine de m'écouter aussi. Je souffre de t'entendre. D'accord, soufflez encore un peu, on a bientôt fini. Donc, je suis en train de dire que je peux les comprendre. C'est pour ça que je dis peut-être. Donc, il faut aller sur le terrain. Et je suis sûr que vous passez beaucoup de temps sur le terrain. D'ailleurs, vous en parlez tout à l'heure. Exactement. Donc, lorsque vous parlez avec les Camerounais, évidemment, ils ont une certaine inquiétude. Donc, moi, je pense que ce sujet est intéressant parce qu'il permet de remettre et de parler vraiment, de regarder les Camerounais les yeux dans les yeux et de leur dire qu'ils peuvent se remettre au centre de la politique. Parce que c'est ça. Il y a eu un très beau texte, je prêche pour ma paroisse, pour mon président, il y a eu un très beau texte du président Cabral Libi qui parlait de l'impuissance apprise en politique. Donc aujourd'hui, on donne l'impression au peuple camerounais qu'il est attaché par une corde qui... Vous savez, il y a une expérience qui est très intéressante sur le sujet qui a été menée par un psychologue américain qui attache un âne toute sa vie à une corde, à une chaise en plastique. L'âne peut fuir, mais le principe même que cet âne voit la corde, pense que, est ancré dans sa tête et il pense qu'il ne peut pas s'enfuir. C'est ce qu'on met dans la tête des Camerounais. On se dit que parce que le président de la République est là depuis 38 ans, parce que c'est lui qui décide de quasiment tout ici au Cameroun. Oui, voilà. Donc on se dit qu'on est attaché. Mais non, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. Donc l'analyse, en fait, c'est d'atteindre une masse critique électorale pour pouvoir légitimer vraiment le président dans cette République. Et nous, on vise les 11 millions d'inscrits. Quand vous dites, vous pouvez comprendre le MRC sans partager forcément l'idée de gré à gré. C'est une façon de dire aussi, je comprends que c'est une stratégie politique pour mettre de la pression, c'est ça? Attention, non. Mais comme on l'a souvent dit, le MRC, c'est un parti respecté et respectable. Donc moi, je n'appartiens pas au MRC, je ne connais pas leur stratégie, mais je dis juste que, et je n'ai même pas parlé du MRC au départ, je disais que je peux comprendre les Camerounais qui peuvent s'inquiéter de cela. Mais encore une fois, je dis que c'est une inquiétude qui n'est pas tangible, qui n'est pas intéressante, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a encore le pouvoir. Pour peu qu'on se décide d'aller à Elekam, de s'inscrire sur les listes électorales et de voter et de surveiller son vote, c'est-à-dire participation massive en votant et participation active en surveillant le vote. Marc Zabor, je vous en prie. Je vais un peu reprendre mon ami d'en face. Alors, il est clair d'une chose, le MRC est d'accord. Le dernier communiqué du président... Ah oui, d'ailleurs, je tiens à le féliciter, qui a appelé ses partisans à s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes d'accord. En fait. Et il va plus loin. Il va plus loin. Pour remettre le vote au cœur des préoccupations. Et il va plus loin en disant également, il faut qu'on se mette sur une table et qu'on fasse un code électoral consensuel. Parce qu'il est aussi établi que dans les conditions du code que nous avons là, nous savons très bien que ce code a des limites. D'accord? On n'a jamais dit au Cameroun, il n'y pas s'inscrire. Inscrivez-vous. C'est une chose. C'est bien, mais on dit également,
mettons également un code électoral consensuel. Mais Parce que personne n'est contre le code mais électoral attention, consensuel. non. Même le RDPC Non, pas du tout, pas du tout. Attention. Non, le RDPC... Moi, je dis juste que, comme encore une fois, je me permets de citer Cabral Libi ici, le code électoral, ce n'est pas la panacée. C'est le pape de ta religion. Tant que... Écoutez, je suis du PCRN. Non. Tout à l'heure, vous parlez... Attention, c'est Marx, j'ouvre juste la brèche, mais c'est Marx qui va poursuivre pour terminer avec ça. Oui. Donc, en fait, juste le code électoral, évidemment, il a des limites. On a tous participé au processus électoraux ici. D'ailleurs, ça a fait une victime sur ce plateau. Donc, on connaît les limites du code électoral. Évidemment qu'on veut tous le modifier. Oui. Mais on pense que ce n'est pas la panacée. La panacée, du moins le principal, ça reste le peuple. Je vous réponds donc. Avec le code électoral actuel, on peut battre le RDPC pour peu que le peuple se décide. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Malheureusement, quand je venais là, je savais que je devais trouver quelqu'un du SDF. Non, en fait, il y avait le SDF, il y avait le PCRN et le RDPC. Que Jean-Henri s'est excusé à la dernière minute, malheureusement. Ah, d'accord. Il m'a dit qu'il ne serait pas là. Si vous avez suivi... J'ai son message. Non, si vous avez... Le SDF, c'est que Jean-Henri Atembe qui devait être là pour le SDF. D'accord. Oui, j'ai lu, comment je parle, une sortie, d'accord, des écrits de l'honorable Nietzsche. Jean-Michel. Mais qui pose un problème? Il est quoi? Il est merci ou bien au SDF? Non. Écoutez, vous savez... On peut être les SDF, on peut être des bords différents, d'accord, mais nos combats peuvent se rencontrer quelque part. On peut quand même avoir des points de vue. Alors, ce que je vais dire, il l'a dit, et je partage totalement son point de vue, on peut s'inscrire massivement, d'accord, mais tant qu'il n'y a pas une refonte du système ou bien du code électoral, on ne va pas s'en sortir. Mais ça, c'est mal connaître le code électoral actuel. Est-ce que je peux placer un monsieur Hervé, maintenant. Là, on nage en plein, monsieur Ebé, dans ce qu'on appelle une erreur, c'est du syllogisme, c'est-à-dire une erreur de raisonnement. Je m'appuie sur vous parce que le MRCC s'est abordé, il s'est mis hors jeu de la République, il veut revenir dans le jeu, c'est très bien. Mais vous avez été en compétition. Vous êtes d'accord que vous étiez aux élections présidentielles? Et même législatives. Non, mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, monsieur Ebé. Vous étiez aux élections présidentielles, vous avez eu le score que vous avez et c'est à féliciter. C'est quand même une performance. Vous êtes venu aux élections générales, législatives et municipales, vous dirigez les mairies, et même une mairie en dehors d'une zone naturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous taxer d'être un parti départemental dans l'Union Ekele. Et vous avez... Non, mais laissez-moi aller. C'est pour aller un peu dans votre sens et vous dire là où je trouve que Max se trompe. Vous avez été aux élections, vous avez des élus. Et cela vous donne des cadres institutionnels dans lesquels vous vous exprimez. C'est ça la République. Max a refusé d'aller aux élections, mais il veut modifier la loi. En faisant quoi? Le jumping? Max ne veut pas aller aux élections. Et il dit le président élu, parce qu'il n'a pas eu, ils ont été battus, le président élu n'est pas président élu. Ils nous ont servi pendant un an un président élu qui était artificiel effectif. Aujourd'hui, ils ont du mal à appeler le président constitutionnel Paul Biya et leur président confidentiel qu'ils ont. Je pense que tout cela, Marc, c'est un trouble à l'ordre public. Non. C'est un trouble à l'ordre public, pourquoi? Parce que je dis que nous avons besoin d'unité en ce moment. Nous pourrons faire un débat spécial. Et comme Ebé l'a dit tout à l'heure, c'est le peuple souverain qui change le pouvoir dans un pays. Quelle que soit la nature de la loi électorale, tout est perfectible. Mais je peux vous dire que si le peuple décide à 72% de voter Paul Biya, ce ne sont pas vos élucubrations dans vos quartiers bourgeois. Non, je vais terminer, Marc. Vous êtes à deux, hein. Je suis seul en face de vous, ça ne me gêne pas. Je pense donc aujourd'hui que votre théorie pompeuse de gré à gré, c'est de la gonflette qui ne veut rien dire parce que nous sommes des républicains et le président a été clair là-dessus. Dans une république, ce n'est pas une succession dynastique. Je crois qu'il est clair. Prenez-nous au mot. Et puis là, vous inventez un agenda parlementaire qui n'existe que dans vos têtes. Qui viendra. Et ce qui est triste, c'est que le PCRN qui devait incarner une force d'avenir, de temps en temps, vous suit comme des moutons dans cette affaire. Marx. Je termine maintenant pour Ebé, parce que c'est pas si je veux pas. Non, je termine. Je termine. Mon cher Ebé, dans mon village d'origine de mes grands-parents, nous, ce sont les chèvres qu'on a, n'est-ce pas?
On les garde, on les attache, on leur donne tout ce qu'il faut, parce que la chèvre doit être bien engraissée, elle sert souvent dans les rituels de cérémonie du village, n'est-ce pas? Mais la chèvre qui casse la corde, puisqu'on casse la corde, et qui s'aventure, souvent, ce sont les pleurs qu'on entend seulement. Monsieur Hervé, je reste dans le gré à gré. Nous disons il y a un gré à gré qui se prépare au sommet. Gré entre qui? Regardons un peu voir des événements. Oui, entre qui? Regardons les événements. Suivons un peu les événements. Le président Maurice Kamto, le président du MRC. Hervé. Allez-y, Max. Je suis le président du MRC. Oui. Quand je dis le président du Maurice Kamto, on n'a pas dit que Maurice Kamto n'était pas du MRC. Alors, j'ai dit que le président Maurice Kamto, regardez un peu les événements. Le président Maurice Kamto dit on a un président déserteur. Il reconnaît qu'on a un président. Hervé, je vous en prie. Il a toujours dit on a un président. Vous savez comment il appelle, non? Il appelle le président du fait. Max, vous savez qu'il y a un problème de légitimité. Vous savez que le président Maurice Kamto pose toujours un problème. Il a un problème de légitimité avec le président Biya. Ça, c'est connu. Et c'est pourquoi il a toujours la main tendue pour dire soldons le passé 2018. Il faut aller alors, voir je dis donc. Alors, je vais donc dire que, regardons les faits. Il dit il y a un président déserteur. On ne le voit pas. Il saisit l'Assemblée nationale. Lorsqu'il saisit l'Assemblée nationale... Hervé, je vous en prie. Excuse-moi, comment un agrégé de droit peut saisir un titre personnel? Non, l'Assemblée nationale... Je pourrais faire la remarque, mais laissez-le terminer. Il saisit, encore que je vous rappelle qu'il n'est de nulle part dans la loi qui est habilité à saisir. Donc, chacun peut saisir l'Assemblée nationale. Non, attention, il ne constate pas lui-même. Il saisit l'Assemblée nationale. Il pose ce problème à l'Assemblée nationale. Le lendemain... Non, mais la loi l'encadre, il faut quand même le préciser. Oui. Faut pas qu'on alors, le lendemain... la loi encadre qui saisit l'Assemblée nationale. OK. De toute façon, il saisit l'Assemblée nationale. Le lendemain, M. Biya reçoit l'ambassadeur de France. Oui. OK. Alors? On pousse encore plus loin. L'ambassadeur de France réapparaît une deuxième fois. Et c'est lui, justement... C'est sur votre pression que le président reçoit l'ambassadeur. Mais c'est même la preuve qu'au sommet de l'État... non, au sommet de l'État, justement, on voudrait justement tout faire pour ne pas attirer l'attention des Camerounais. Parce qu'il y a des clans, M. Hervé, vous le savez très bien. Il y a des clans au sommet de l'État. Et attendez, lorsqu'il sort, l'ambassadeur de France sort et vient nous dire que le président Biya a promis d'ouvrir une enquête sur le journaliste décédé. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est l'ambassadeur de France qui doit pouvoir nous communiquer? Est-ce qu'il est le porte-parole du chef de l'État? Il ne vous a pas dit que le président m'a dit de vous dire. Il parle et c'est sa république, il est plénipotentiaire d'un État souverain. Alors, pour dire tout simplement qu'il y a donc justement au sommet de l'État des indices qui montrent justement que il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des indices justement qui montrent... Ce qui se prépare, c'est qu'on va faire respecter l'ordre républicain. De toute façon, soyez-en sûrs, hein, le gré à gré ne passera pas. Mais personne ne va faire le gré à gré, Marx. Donc, le gré à gré ne passera pas. Si vous vous amusez, le peuple va vous sanctionner. Ça, soyez-en sûrs. C'est de la sorcellerie, ça. Oui, enfin, bon, écoutez, l'échange était passionnant tout à l'heure, il est beaucoup moins maintenant, parce que j'entends des élucubrations d'un côté et de l'autre côté. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Enfin, sincèrement, monsieur Emmanuel Comme, je ne sais pas, monsieur Hervé Emmanuel Comme, je ne sais pas ce que vous faites des chèvres que vous laissez attachées dans votre village. Mais moi, mais la chèvre qui reste attachée et que vous nourrissez, c'est bien pour vous nourrir de sa chair plus tard. Laissez-moi donc dire aux Camerounais, ne restez pas attachés en attendant qu'on vienne vous enlever votre laine et vous nourrir. Mais vous pouvez être attiré par les sirènes des lions. Nous encourageons le peuple camerounais à se lever et aller voir autre chose, à voir ailleurs, à prendre le contrôle de sa souveraineté, de son vrai pouvoir. C'est tout ce que je dis. Non, alors si ça pour vous, c'est suivre bêtement le MRC, ça vous regarde. Franchement, je n'ai absolument... Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Oh, si vous l'avez dit. J'ai dit que je constate que vous pouvez vous aligner derrière les gens qui sont allergiques aux élections. Qu'à cela ne tienne, vous vous alignez devant pas mal de gens aussi. Mais bon, c'est pas grave. Lesquels On ne va pas revenir sur vos amis du RDPC. Mais bon, moi, je suis au RDPC. Oui, mais qu'à cela ne tienne. Ce n'est pas une maladie honteuse d'être au RDPC, monsieur. Ça dépend. Ah oui, non. Ça dépend pourquoi. Tout à l'heure, quand on parlait du titre foncier, c'était presque une maladie. On n'est pas parfait. Bon, donc, quand je dis donc que pour moi, il faut qu'on arrête les débats inutiles.
sincèrement, et ça je reviens vers vous, M. Wabo, se penser que l'ambassadeur est venu donner des instructions au président de la République. Oui, je ne l'ai pas dit. Hein. Je ne l'ai pas dit. Tu ne dis jamais rien. Vous l'avez pensé tellement fortement que... Non, je n'ai pas dit. Moi, ce que je pense, et ce que tous les partis d'opposition, parce que, quoi qu'on en dise, on est quand même encore dans le même camp, celui de l'opposition, avec un adversaire bien identifié. Donc, je pense que les partis de l'opposition doivent se remettre sur le terrain. Et encore une fois, je pense qu'il faut surtout suivre la dernière communication du président du MRC, qui a appelé les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je crois que ça doit être ça notre discours actuel. Allez vous inscrire, allez à l'ECAM, inscrivez-vous sur les listes pour éviter la forfaiture de trop. Il faut qu'on atteigne cette masse électorale critique de 11 millions au moins, pour être sûr d'avoir un président légitime. Mais oui, mais écoutez, permettez-nous de nous fixer des objectifs. Nous, on ne navigue pas à vue. Donc, je pense sincèrement qu'on devrait tous être sur le terrain aujourd'hui pour inciter les Camerounais à s'inscrire. Parce que quand bien même ce serait effectivement vous qui avez raison, qu'il y ait une succession qui se prépare, soit par les élections, soit... Ok, admettons qu'il y ait élection maintenant. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Et pire encore, dans l'état actuel des choses, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le RDPC, peu importe que vous changez, et moi je vais vous annoncer, parce que vu que vous aimez bien voir dans le futur, moi je vais vous annoncer ce qui va se passer. Ils vont effectivement changer le code électoral. Ils vont vous donner un code électoral à 2 tours. Ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, tant qu'on ne se met pas à travailler, le RDPC restera encore la machine qui travaille le mieux sur le terrain et gagnera les élections. Donc c'est pour ça que je dis, remettons-nous au travail en mettant le peuple au cœur des préoccupations, en mettant le peuple au cœur du processus électoral, c'est-à-dire la participation massive et active. Ce n'est que comme ça. On veut remettre le Camerounais au centre des préoccupations. Alors, moi, je suis d'accord avec l'analyse de Marc Sibé. C'est-à-dire, vous êtes fusionné maintenant. Fred, Axel, pardon, mea culpa. Je pense que tout le monde doit s'inscrire dans une dynamique républicaine, c'est-à-dire participer aux élections. Mais je veux quand même mettre sur cette table quelque chose qui me fait peur et contre laquelle nous combattons toujours. Max, vous venez d'introduire la peur. La haine accompagnée de la peur dans la vie politique. Par un discours. Comment ça? Je vais vous expliquer. Entre ce que vous assumez et ce que vous n'assumez pas, vous avez souvent des intermédiaires ou des associés périphériques qui sont là pour faire des choses inadmissibles. Ce soir, on parle de gré à gré. Je ne vais pas vous rappeler le tas dans lequel vous avez laissé nos ambassades et faire ceci. Non, je reviens. Marc, je conclue. Je peux aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas les seuls champions de dérapage. Je retire. Voilà, c'est bon d'avoir retiré. Ce que je voulais dire, c'est que Marc, il n'est pas bon que vous plongez notre peuple dans la peur. Parce que cette peur-là, avec la pandémie du Corona-19 et tout, vous pouvez nous amener dans des dérapages que vous n'avez peut-être pas prévus et qui vont rompre l'unité, notre équilibre, notre unité nationale. Ça, c'est pas bon. Le contexte que vous avez introduit, chaque jour, une nouvelle rumeur, chaque jour de l'activisme, chaque jour une question aérienne et tout, ça nous fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que, je termine là-dessus, toutes les grandes nations et toutes les élites responsables au monde sont en train de travailler déjà sur l'après-Covid-19. Comment réagir? Comment rendre nos économies, les remettre sur pied? Comment accentuer nos résiliences? Comment garder notre unité? Vous travaillez plus dans cette perspective. Et je suis heureux qu'un jeune rappelle que... N'empêche qu'il y a aussi dans les grandes démocraties, on a pu voir tout au moins le week-end dernier des manifestations en France, on voit des manifestations aux États-Unis, donc pendant la Covid... Vous savez que moi je suis un militant très libre. Absolument. D'accord? Franchement, s'il n'y avait pas un risque de trouble à l'ordre public qui parfois est évident, je ne suis pas de ceux qui ont peur des manifestations. Merci. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Merci, laissez Marx réagir. Je suis désolé.
tout en vous permettant de réagir, et puisqu'on sort déjà, déjà de l'émission, je vous mets cette autre question. Le président Kamto a dit, tenez-vous prêts. Question simple. À quoi? Si demain le Congrès s'est réuni, le Congrès change les textes, convoque les élections, fait le gré à gré finalement, tel que dans le scénario que vous prévoyez. Député, le Congrès Hervé, je vous en prie. Hervé, je vous en prie. Je dis, si demain, le gré à gré s'opère tel que vous le prévoyez, tenez-vous prêt, que faites-vous? Bien, vous savez, le professeur Maurice Kamto, le président élu, si vous voulez ainsi, mais on ne conteste pas. Allez-y, Max, ne vous laissez pas... Il a dit au Conseil constitutionnel la dernière fois, le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. D'accord. D'accord? Donc, qu'on veut ou pas, si on veut justement faire un passage en force, le peuple camerounais saura comment ramener justement les imposteurs ou bien ceux qui ont contribué à ce massacre sous les rails. Ça veut dire quoi? Pardon? Allez-y. Non, si le président Maurice Kamto dit soyez prêts, d'accord? Ne pensez pas que peut-être derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Non, il n'y a pas de l'insurrection. On dit tout simplement au peuple, seul le peuple peut revendiquer quoi que ce soit. Hein? Oui. D'accord? Peuple camerounais, soyez vigilants. D'accord? Soyez vigilants. Suivez très bien ce qui est en train de se passer. Et le moment venu, le peuple va décider. Mais nous sommes au moins sur un point d'accord. Aussi simple que ça. Enfin, où est la divergence? Ah oui, mais au mais moins... si le peuple veut dire pour vous de désordre, ça ne peut pas passer. Personne n'a pas dit désordre, c'est vous. Et justement, c'est où vous avez souhaité me conduire. Vous avez souhaité me conduire. Vous avez souhaité me conduire, bien sûr. Alors, donc, on va donc tout de suite passer au mot de la fin. Alors, vous dites, pour terminer, sur... C'est dommage, parce que c'est un très bon débat. Bon, on pourra le refaire, d'ailleurs. L'actualité va certainement nous imposer. Parce qu'ils ont des aboyeurs qui ne laissent pas les gens parler, mais pour une fois, on a un gentleman. L'actualité va certainement nous imposer de refaire ce genre de thème. Fred Alex, donc... my God. Qu'est-ce que j'ai avec Alex? Il faut prendre des noms simples. Vous prenez les noms de séries télévisées, c'est compliqué. Alors, Fred, donc vous dites, pour vous, le gré à gré, la solution pour le PCRN, que ce soit avec le contexte actuel ou un contexte éventuellement changeant, c'est s'inscrire et puis... Oui, parce que pour nous, le peuple ne doit pas être dupe à rester attaché à un poteau, le poteau de celui qui le nourrit. Parce que celui qui le nourrit n'attend qu'une seule chose, c'est de se nourrir lui-même de sa propre chair. Donc, au risque de me répéter, je redis encore la même chose que le président Cabral dit tout le temps, c'est-à-dire ruez-vous vers Elekam, inscrivez-vous massivement et sur les listes, participer massivement au processus électoral, participer activement au processus électoral, et c'est comme ça qu'on pourrait contrecarrer un potentiel gré à gré. Parce qu'au final, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui va décider s'il décide d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de participer au processus en étant tout à fait étranger aux processus électoraux, comme ça a été le cas du parti du professeur Kamto. On finit effectivement par croire qu'il y a une machination qui se prépare derrière. Mais alors qu'en participant, on est au cœur même du processus et on voit comment contourner les potentielles tricheries ou fraudes ou gré à gré. Systématiquement, on dit quand le professeur Kamto a également appelé à ses militants à s'inscrire sur le mot de la fin. C'est pour ça que je l'ai félicité. Nous disons tout simplement au peuple camerounais, soyez vigilants, il y a quelque chose qui se prépare, on a des informations de sources dignes de foi, restez vigilants, et le moment venu, si M. Biya et son équipe veulent déraper, que le peuple prenne ses responsabilités. Merci. Hervé. Non, moi, qu'est-ce que je dois dire ce soir à mes compatriotes? N'écoutez pas les sirènes de la haine, de la division. Nous avons besoin d'unité. Nous devons rester unis. Et je m'adresse d'abord à mes compatriotes qui peuvent suivre le MRC. Nous avons à faire face à des défis qui sont à l'échelle internationale, mondiale actuellement. Tout ce qui nous divise n'est pas bon. Et toute cette théorie pompeuse des gré à gré et tout ça, c'est une panne d'imagination qui amène des gens à penser à des choses qui n'auront pas lieu. Nous sommes dans une république et le moment venu,
la République prend le dessus. C'est dans le cadre des lois de cette République que s'il y avait une succession, elle se ferait. Et c'est comme ça. Il ne faut pas faire un procès en sorcellerie, ni au président, ni à tous ceux qui le soutiennent. Voilà ce que je dis. Et il faut arrêter la haine. La haine vient... Fred Axel, je rappelle, Ébé, vous êtes vice-président chargé de la coopération, de l'intégration régionale et sous-régionale et des relations avec la diaspora pour le PCAN. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Max Wabo, merci également. Vous êtes du MRC et d'être venu ce soir pour débattre de cette question. MRC modéré. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau et à côté du grand frère Hervé Emmanuel Com. On en aura d'autres, certainement. Hervé Emmanuel Com, merci encore. C'est un moment de débat républicain et nous devons nous accepter les uns les autres en respectant notre diversité qui doit être le ciment de notre unité. Je voudrais également dire merci à Georges Olivier Nougang, l'ancien délégué départemental du Mindu, qui était là en première partie de l'émission pour aborder les questions liées au permis de construire. Dire merci à Aninana Sounou, le coordonnateur du guichet unique de facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction de la ville de Douala. Mais dire merci au maire de la ville qui a permis donc que ses représentants soient sur ce plateau pour apporter davantage d'informations et de comprendre les contours de cette opération-là. C'était l'un des aspects de cette émission de ce soir. Merci à vous à la maison. Merci à Christophe Fomonio qui a également parlé de l'impact de la Covid-19 sur la démocratie en Afrique et au Cameroun. Bonsoir et à mardi prochain.